Mesdames et messieurs, saviez-vous que le roi, qui n'a que de bonnes intentions envers tous les peuples du monde, conquérera la terre sans aucune opposition? Et aussi bien sûr que l'homme sans éducation et culture est aussi inutile que la queue d'un chien, car ni il ne protège le cul de celui-ci, ni ne le protège des insectes. Précisément, venu de la civilisation qui nous a donné le Kama Sutra, Le livre préféré de Nikita. un grand traité qui a perduré et persisté pendant les millénaires, pendant les siècles. Un grand traité sur les questions, oui, de la politique, oui, de la guerre, mais aussi de la sexe, de la morale, de l'économie même. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, nous connaissons tous bien sûr le célèbre livre Sur la guerre de Karl von Clausewitz. On sait bien sûr celle de Machiavel, le prince. Hérodote, le père de l'historiographie, Sun Tzu qui a écrivé à propos de l'art de la guerre. et Thucydide qui nous a bien sûr parlé de ces guerres entre les Spartiates et les Perses. Monsieur Hobbes lui-même qui nous a parlé de comment créer un État. Dans l'état de nature, cet état archaïque de la scène internationale, eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, en collaboration avec Nikita, nous vous présentons non pas Sun Tzu, l'art de la guerre, non pas le Kama Sutra, ce sont les seuls livres que la plupart des érudits occidentaux connaissent, mais l'Arthashastra de Kautilya. Wow. Artha Shastra. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Dis-moi. est-ce qu'on traduit cela? Artha, ça veut dire les choses qui sont bonnes pour gérer un État. La croissance de la monnaie, la politique, toutes les choses comme ça. Alors, la politique, Artha. Shastra, ça veut dire science ou logique. Et alors, si on le traduit, cela ressemble un peu à science de la politique. Pas science politique, mais science de la politique. Il y a une différence entre, car ce livre ne se conserve pas tout simplement de, oh, la bureaucratie et les institutions. Ce livre est vraiment catégorique, catholique, universel, qui englobe toutes les questions de comment gérer un État et euh, comment mener et poursuivre la croissance de cet État, la gloire de cet État. Mesdames et messieurs, c'est un livre qui nous parle tout d'abord d'économie, Mhm. ensuite qui nous apprend à gérer les affaires domestiques d'un État et de par là les affaires internationales. Il englobe tout. Kautilya, mesdames et messieurs, est connu comme étant le premier. Ministre de Chandragupta Maurya. Tout à fait, tout à fait. Vous devez Un peu comprendre. comme le Kissinger de cette époque. Tout à fait. C'est le Kissinger du Nixon de son temps. Mesdames et messieurs, le nord de l'Inde, ce qu'on appelle aujourd'hui le Punjab jusqu'aux montagnes de l'Himalaya, était, si vous voulez, en pleine division, n'est-ce pas? Il y Beaucoup avait comme un. l'Europe à l'époque de Napoléon. Voilà. Beaucoup comme les cités-États de la Péninsule. Beaucoup comme les Italien. polités de l'Italie chez Machiavel. Donc, il fallait établir un pouvoir centralisateur, un pouvoir dominant. Un pouvoir hégémonique. Tout à fait. Alors, on a Monsieur Kautilya ici présent, qui était bien sûr le conseiller de celui qui deviendra le roi, l'empereur de ce grand empire Mauryan. des, voilà, Mauryanes. Donc, c'est le plus grand empire que l'Inde ait jamais connu. D'accord? Ça faisait la taille de l'Europe. Et plus grand même. D'accord? Donc, Kautilya est un homme d'action. C'est un homme d'action qui vous dit dans son livre comment il a fait pour faire tout ça. Ok? Donc ça, c'est un livre utile pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est un livre de management, c'est un livre d'économie, c'est un livre de morale, et c'est un livre qui nous apprend à gérer des situations de stress extrême en vue de l'établissement d'une paix interne. Mesdames et messieurs, Kautilya. Aussi connu comme Vishnugupta ou Shankaya. Et alors cela mène beaucoup à cette mythe que il y a ce livre a beaucoup d'auteurs, mais Shankaya ou Kautilya est le nom le plus connu, un peu comme Homer pour l'Iliade et l'Odyssée. Mesdames et messieurs, le principe fondateur de ce livre est le cercle des États, Le Rajamandala. le mandala. Donc, on a un État, n'est-ce pas, qui est entouré d'autres États. Il faut qu'il se présente comme étant la puissance prépondérante. Pourquoi? Cela en va de sa sécurité et de sa paix. Oui, certains disaient, comme Karl Clausewitz,
que la guerre n'est que la continuation de La politique. la politique. Mais Cotilla nous dit le vice-versa, le rétroverso, que la politique n'est que la continuation de la guerre. Tout à fait. La guerre est l'état normal. Mhm. La politique n'est qu'une autre façon de faire la guerre. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs façons de faire la guerre et il y a plusieurs outils. Une guerre totale est à éviter à tout prix, car relâcher les chiens de la guerre nous emmènerait à des situations imprévisibles et imprédictibles. Donc, de par là, il faut faire la guerre indirectement en utilisant des espions, en utilisant un bon système de taxation, parce que bien sûr la taxation crée la richesse crée les moyens nous donnent les outils pour mener la guerre et pour être conquérant et grand et fier. Mais la guerre totale avec des armées est à éviter à tout prix. Donc, comment est-ce que ça marche, ce système de cercle d'État? Le Raja Mandala, ce qui ressemble beaucoup à la théorie hégémonique de Hans Morgenthau, ce qui ressemble beaucoup à l'éthique de Thucydide. Les puissants vont faire ce qu'ils peuvent, les faibles vont perdurer et endurer ce qu'ils doivent. Cette théorie hégémonique nous indique que le meilleur poursuit de la paix, la manière comment mieux poursuivre la paix, c'est de devenir le plus puissant. Afin d'avoir un paix global ou régional, il faut être le plus puissant afin d'administrer les lois et les politiques Dans ce partout. monde, il n'y a qu'une seule loi, c'est d'être fort. Car la force est la vérité mise à nu, disait déjà l'ami de Nikita. Napoléon. Voilà. Et aussi Emmanuel Macron de nos jours. Afin d'être libre, Il faut être craint. afin d'être crainte, Non, il faut être fort. non, Ah oui. crainte. Et puis, afin d'être crainte, il faut être fort. Oui, voilà, c'est pris de Napoléon. Ouais. Tout à fait. Et de Kautilya. Tout à fait, n'est-ce pas? Donc, mesdames et messieurs, ce sont des lois universelles, ce sont des lois qui n'ont pas de temps ou de lieu, ce sont des lois qui sont juste vraies. Oui, c'est vrai qu'il nous apprend à mener la guerre avec des éléphants. Et vous pensez que vous n'allez jamais faire la guerre avec des éléphants? On ne sait jamais, par On sûr. ne sait jamais. Mais, vous devez comprendre que les éléphants étaient utilisés comme la cavalerie. Et aujourd'hui, la cavalerie existe encore, ça s'appelle les blindés, par exemple. Ou ensuite, si vous n'êtes pas un guerrier ou sur le champ de bataille, oui, comme la plupart des gens, mais vous devez comprendre que ces règles et ces principes sont faits pour les entrepreneurs, sont faits pour les employés même des grandes corporations, pour être bons politiquement, pour connaître, bien sûr, tous les rouages du pouvoir, comprendre les rouages du pouvoir, c'est pouvoir s'élever au-dessus ou au même niveau du pouvoir. Au-dessus des vieux volcans, Voilà. glisse des arrêts sur le tapis du vent. Ou en ce cas, glisse des arrêts sur les tapis de la connaissance politique. Tout à fait, mesdames et messieurs. Donc, Cotilia, vous devez comprendre, c'est pas comme en Occident où on a un expert sur la petite île au fond de n'importe où, et on a un autre expert qui est expert voilà, c'est cette, comment vous dire, spécialisation d'insectes mous. D'accord? Non. Cotilia, mesdames et messieurs, il est l'unité de toutes ces disciplines qui sont nécessaires pour la bonne conduite de l'État. Il s'y connaît en géographie, il s'y connaît en éthique. Et quand on dit éthique, on parle de religion. Les Vedas. Ouais. Dharma, Kama, etc. etc. Voilà, il s'y connaît en histoire, il s'y connaît en géographie. Et tout cela font partie de l'art de la guerre. Ouais. Ok? Il sait comment, bien sûr, il vous parle de comment gérer ses ministres. En fait. Arthashastra, ça veut dire statecraft, le craft de l'État, si vous voulez. Et alors, la guerre, c'est tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le statecraft, l'Arthashastra? C'est que c'est la manière et la science de. La pratique, ceci dit. Le pratique, il n'est pas tout simplement un académique ou un scolaire ou quelque chose comme ça. Il est practitionnaire, activiste de cette discipline. Il nous indique science politique, Arthashastra, statecraft. Ça veut dire l'utilisation de toutes les ressources et tous les emplois de l'État pour poursuivre son survivre et son gloire. La guerre, c'est tout simplement un de ses moyens. C'est tout simplement un de ses outils pour mener à la gloire de l'État. Les autres outils consistent de l'économie. Les autres outils consistent de la diplomatie, de la politique et même de l'espionnage. L'économie. Le triquerie, le connerie. L'économie et la finance sont le nerf de la guerre. Mesdames et messieurs, on le voit aujourd'hui que
un tank, un blindé qui coûte plusieurs millions de dollars se fait détruire par une charge improvisée qui coûte 30 dollars. Qui était construit par un vieux téléphone et une patate. Voilà. Ou bien, par exemple, on voit par exemple un drone qui coûte 200 dollars commettre des dégâts envers des infrastructures guerrières qui coûtent des millions de dollars. Donc, maintenant, vous allez nous dire, oui, mais on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Parce que l'argent représente le temps qui a été mis. L'énergie et la puissance. Comme disait le petit prince, ça n'est pas la rose qui valait Mm. votre passion, mais c'est le temps que vous avez mis à arroser la rose. Eh bien, c'est la même chose. Donc, un blindé qui coûte des millions de dollars, c'est le travail de plusieurs hommes et l'énergie de plusieurs hommes. L'industrie, l'extraction des ressources, le manufacturing, etc., etc. La production, excuse-moi. Donc, il faut utiliser moins d'énergie pour avoir plus de résultats. Mhm. Et ceci dit, l'équilibre de puissance, cette idée de Morgenthau, cette idée de euh, comment équilibrer les puissances des États, l'équilibre de puissance de nos jours euh, consiste d'un équilibre de finances, de balance sheet, si vous voulez, les statements, financial statements, débit et crédit, par exemple. Un crédit, c'est un tank. Et le débit, c'est la destruction de cette char d'assaut par le drone, par le IED, comme par exemple. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, on regarde dans les nouvelles comment le Pentagone et le département de la guerre chez les États-Unis sont en train de poursuivre les talents de banquiers d'investissement, des finance bros de JP Morgan et de Goldman Sachs sont en train d'être inscrits dans le Pentagone. Parce que la guerre est tout d'abord économique, mesdames et messieurs. Et la guerre n'est pas menée par des spécialistes de celui-ci et celui-là. Ça pourrait être des outils, mais un spécialiste, même un spécialiste doit connaître tout le corps. Mhm. Vous ne pouvez pas aller chez un médecin qui est spécialiste de votre troisième orteil de votre pied gauche. OK? S'il ne connaît pas le corps. Il faut connaître le corps. OK? Donc, on a besoin de spécialistes, oui, mais qui ont une vision globale. Vision globale. Tout à fait. Très important. D'accord? C'est pour cela que Cotilia a écrit un livre qui est unique et qui n'existe pas en Occident. Qui OK? amène une vision globale. Donc voilà, c'est un mélange de Machiavel, c'est un mélange de Clausewitz, Mhm. c'est un mélange de Sun Tzu, c'est un mélange de Thomas Hobbes. C'est un livre qui vous aide à gérer des situations qui pourraient paraître imprévisibles et imprédictibles. Oui, mais auxquelles lui-même a fait face Mhm. et auxquelles lui-même a su répondre. Et la preuve Bien étant sûr. l'empire qu'il a suivi. Bien sûr. J'aimerais parler un peu à propos de la morale et la politique, Je t'en prie. car on a fait référence, allusion à Machiavel. Et Machiavel est malheureusement connu aujourd'hui comme étant le scribe du diable, l'avocat du diable. Monsieur Méchant. Que Exactement. disait Max Weber de Cotilia? Ah, que en comparaison, Machiavel a l'air benign contre Kautilya. Il a l'air inoffensif. Ouais, Voilà. inoffensif, voilà. Alors, ces deux penseurs, même Machiavel et Kautilya, nous parlent beaucoup de la morale. Ils sont vraiment mal compris quand il s'agit à la morale. Machiavel nous dit que euh, j'adore mon polité plus que j'adore mon propre âme. Et Kautilya nous dit quelque chose de vraiment similaire, de vraiment comparable, que le contentement de le roi reste dans le contentement de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, sur le champ de bataille, il faut être guerrier, il faut être une menace, il faut être puissant, il faut être parfois immoral, car la victoire, c'est l'objectif primordial, ultimate, paramount. Mais dans l'État eux-mêmes, qu'est-ce que Machiavel et Kautilya nous disent? Pour Kautilya, l'État, c'est l'entité qui préserve le dharma. Dharma qui veut dire la justice, la vertu, le moral. Pour Machiavel, c'est la même chose. L'État existe pour préserver la vertu chrétienne en ce regard. C'est bon et c'est idéal en fait que les citoyens, dans les cadres de leur propre polité, ayons de la vertu, de la morale, pour être de bons citoyens entre eux. Mais sur le champ de bataille, contre des autres États, guerrières, étrangères, qui enfin pour tes ressources, pour ton monnaie, pour tes femmes même. Il faut être guerrière. Les vertus qui existent dans l'État, que ce soit la vertu chrétienne ou le dharma, chez Kautilya,
ne sont pas applicables sur le champ de bataille entre les États, dans le Raja Mandala, par exemple. Tout à fait. Il faut être hyper réaliste. Mhm. Oui, la fin justifie les moyens, mais en dehors de l'État. Mhm. Ces lois ne sont pas applicables à des individus. Ces lois sont applicables à l'État, à tout l'État. D'accord? Machiavel ne s'adressait pas à monsieur tout le monde. Machiavel s'adressait à quelqu'un qui gère un État. Et oui, l'État doit être agressif. Oui, l'État doit avoir un plan d'action. Oui, l'État doit avoir un plan de guerre. Mais tout cela ne s'applique que dans le désordre de la scène internationale. Au contraire, en interne, en tant que politique domestique qui elle-même doit être au service de la politique externe. Ouais. Il faut qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la confiance, et cela crée de bonnes mœurs. Et les bonnes mœurs créent de la politesse, et la politesse, bien évidemment, mesdames et messieurs, crée de la confiance, et de par là, de la prospérité. Bien sûr. Et il est très important pour un chef d'État, le bonheur de ses sujets. De ces Pourquoi? citoyens, ouais. Pas parce qu'il est monsieur, je suis gentil et j'aime tout le monde. Non, ça c'est moi. Non, mais parce que, C'est politiquement utile. voilà Ouais. pourquoi. Parce que, mesdames et messieurs, le bien-être crée la performance. La performance crée la Ouais. richesse. La richesse crée les outils nécessaires pour mener la guerre. Précisément. Voilà. Donc, c'est pour cela que le roi, qui n'a que de bonnes intentions envers tous les peuples, mesdames et messieurs, et pourquoi je dis entre tous les peuples? Parce que Cotilia nous dit qu'il est très important pour un roi de prendre l'autre État sans détruire les structures de l'État. La guerre a une certaine morale quand le roi en face de nous a perdu son sens Ouais. de De la loi légitimité. universelle. Ouais. Vous savez, il y a une loi universelle qui s'applique à tous, et la nature a horreur du vide. Quand un roi, de par ses vices personnels, crée un vide dans la structure de l'État, cela va entraîner, bien sûr, La concurrence. La guerre. et la perte de ses sujets. Un roi voisin qui vient avec toutes ses vertus et conquiert cet État, sans détruire ses structures, bien sûr, D'un roi vertueux. tout à fait, tout à fait. Alexandre, oui, est allé à la conquête de l'Empire perse, mais pas pour détruire la Perse, mais par légitimité morale avant tout. Vous, les Perses qui sont devenus efféminés et qui se sont adonnés à tant de luxure, vous, les Perses qui n'êtes plus en accord avec les lois universelles des dieux, aujourd'hui est le jour de votre perte. Car nous, Macédoniens et Grecs, nous qui nous sommes adonnés aux travaux guerriers, sommes aujourd'hui venus pour conquérir ce que vous avez décrépit et détruit. Mesdames et messieurs, les lois internationales sont conditionnées par la main de Dieu. Et la main de Dieu corrige et réaligne. La fin du monde n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Hmm. Ah oui, ah oui, oui, oui. Donc, anything else? Ouais, je dirais qu'on tente ici de reconstruire ce qui a été déconstruit, de souvenir ce qui a été oublié pendant des siècles. Ce manuscrit, ce livre consiste de 15 livres en total et a été oublié, euh, a été perdu pendant des siècles. Je crois que c'était en 5e siècle que ce livre a, a disparu, a disparu. Il a été trouvé dans un coin lugubre d'une maison en Angleterre en 1905, par exemple. C'est là où ce livre a été trouvé et c'est à ce moment que ce livre universel a reconstitué son place chez les grands classiques de la politique étrangère et de la politique science. Consciemment ou inconsciemment, vous devez comprendre que tous les peuples qui sont bien dans leur tête pensent comme ça de la situation internationale. OK? Le monde international est un monde de chaos, mesdames et messieurs, un monde D'anarchie. de désordre dans lequel il faut imposer l'ordre. Ah oui. Et c'est le monde de la réalité. C'est le grand réveil, mesdames et messieurs, qui s'opère. Et aucun livre
ne serait plus pertinent, clairvoyant même, pour nous aider à nous adapter dans le monde actuel. Mesdames et messieurs, c'était bien évidemment le vendredi salon. Likez, partagez. Commentez. Nous avons un lien dans notre description où vous pouvez bien sûr nous donner votre argent. Car la finance et l'économie sont les nerfs de la guerre. Le sang de la guerre. Ouais. Mesdames et messieurs, c'était vos plaisirs. C'était nos désirs. C'était nos espoirs, ou vos espoirs, Et c'était nos devoirs. précisément. Et de par là, je dirais que voilà. Voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années, c'est fini. C'est mes voix, c'est mon cri.